Bon, aujourd'hui, Julie, Bobby, on va parler des intermédiaires. On va parler de stratégie de commercialisation. On va faire le pont avec la semaine dernière. On va aller, on va rajouter là-dedans un peu plus. On a mentionné rapidement un peu la semaine dernière des notions d'exportation directe, indirecte. On va clarifier ça. On va parler de partenariat aussi, bien sûr. Et je veux vous amener à comprendre que lorsqu'on veut faire de l'exportation de manière directe, c'est-à-dire en gardant le contrôle sur toute notre chaîne, il y a des avantages, mais il y a aussi des désavantages. Puis quand on travaille avec des intermédiaires, il ne faut pas minimiser le travail des intermédiaires. Il ne faut pas minimiser la valeur non plus. Au contraire, il y a une grande valeur à ça. Mais il faut comprendre qu'on laisse partir une certaine partie de ce contrôle-là, mais peut-être pour un certain bénéfice. Et je veux vous amener dans cette discussion-là qu'on va avoir aujourd'hui ensemble à comprendre le fait que dans les intermédiaires qu'on retrouve, il y a la maison de commerce, ce qu'on appelle une trading house. Je vais vous définir tout à l'heure ce que c'est. La maison de commerce est l'exemple, le meilleur exemple de ce qu'on voudrait faire avec nos entreprises qui veulent exporter. C'est un modèle à suivre. C'est un modèle intéressant. C'est un modèle qui performe bien. Puis je vous expliquerai tout à l'heure comme ça. Okay? Super. Alors, je me lance. Puis, je vais vous faire comprendre trois modes. Direct, indirect et le partenariat. D'habitude, quand on parle d'exportation, les gens vont parler de deux, mais véritablement, il y en a trois. Il y a un ordre là-dedans. C'est-à-dire que rarement, on va se lancer à l'international en s'en allant en mode 3 partenariat. D'habitude, on commence beaucoup par le direct. C'est-à-dire que Julie participe à une mission, elle s'en va, je sais pas, à New York, à Chicago, elle rencontre des clients potentiels qui sont intéressés et elle amorce des ventes avec eux. Ils achètent quelques palettes pour commencer. Tu sais, c'est simple, c'est pas complexe trop à gérer, malgré la douane, malgré la frontière, malgré les paiements. C'est relativement souple. Et elle garde le plein contrôle sur la gestion de son produit, l'expédition, la relation avec son client. C'est plus facile, évidemment, par un client qui est dans un marché similaire au nôtre. Donc, ce qu'on appelle pour nous un marché, ce qu'on a mentionné déjà, un marché traditionnel par opposition à un marché non traditionnel. On a parlé de ça, n'est-ce pas? Traditionnel, non traditionnel? Oui. Alors, un marché traditionnel, pour nous, les États-Unis est un marché traditionnel. Mais un marché traditionnel, c'est pas parce que c'est un marché de proximité. Un marché traditionnel, c'est parce qu'on fait les affaires de la même manière. On mange un Big Mac là, qui goûte la même chose. Si tu vas à Moscou, ton Big Mac, il goûte pas pareil. Je prends le Big Mac comme exemple. Là, on écoute des émissions de police sur le canal anglophone des États-Unis à la même heure, à peu près. On a une similitude dans la façon de penser nos affaires. On ne s'éternise pas autour du pot, on va à l'avant, puis on fonctionne avec ça. Par contraste avec des marchés non traditionnels. Alors, on peut parler de l'Amérique latine, on peut parler de l'Asie, on peut parler de l'Afrique, on peut parler de bien des endroits où les façons de faire les affaires nécessitent une dynamique très différente de la nôtre. Alors, si je veux faire des affaires au Mexique, puis j'ai une première rencontre de 3 heures, ben, je vais passer 2h45 dans ma première rencontre à parler de famille. Aussi incongru que ça puisse paraître. Toi, Bobby, qui est allé en Afrique, tu sais très bien que lorsque tu t'assois pour discuter avec des Africains, ben, tu commences par jaser. Hein? On palabre, on parle, on raconte sur de choses. Puis à un moment donné, tranquillement, on se glisse dans le sujet. Si tu fais ça à Manhattan, on va dire, mais qu'est-ce qu'il attend pour parler de ce qu'on a à faire? Si tu fais ça à Toronto, on va dire, c'est bien long. Ailleurs que dans d'autres endroits, on veut ça. Alors, la différence, il faut comprendre ça. Alors, si je m'en vais faire de l'exportation directe dans un marché dans lequel je suis à l'aise, c'est facile. Je vais en Ontario, si tu vas en Ontario, si vous allez en Ontario, on comprend les affaires sous le même ton, ça va bien. Alors, on appelle ça
non seulement de l'exportation directe, mais souvent basée sur de la vente directe. Je m'en vais dans un trade show, je rencontre un client, il m'achète une unité, une palette, une caisse, un demi-camion, un camion, comme ça. Ça, c'est une première approche. Si je me rends compte que mon marché devient d'un certain intérêt, ben, peut-être que je vais engager quelqu'un, peut-être que je vais prendre un neveu, un cousin, un beau-frère, puis je vais lui dire, écoute, tu déménagerais-tu à Toronto au moins pour un an, je vais te payer un salaire, je vais te payer un petit frais parce que tu es, loin de ta famille à Toronto, puis c'est une autre. On donné, nous autres, on rigole toujours en disant tu es payé plus cher à Toronto parce que c'est une prime d'éloignement comme si tu allais à Bamako. Tu sais, on te donne une prime parce que c'est chez les anglophones. On s'amuse. Un représentant que tu mets là-bas. Donc, c'est un salarié de chez toi. C'est ton représentant. C'est quelqu'un que tu connais, que tu mets là parce que tu as confiance en lui. Ça que souvent, c'est pour une petite entreprise, ça vient du giron familial. Souvent, on met là. En espérant qu'il performe et qu'il va donner son plein rendement, ce qu'on le souhaite. Alors, moi, je me souviens d'une entreprise d'ici à Montréal qui fait dans le réchappage de pneus. Ils ont ouvert une usine de réchappage de pneus justement au Mali. Et le gars avait installé son frère au Mali. C'était son frère qui dirigeait l'usine du Mali. Comme ça, il était en confiance. Il y avait un partenaire local. Ça va allonger notre histoire tout à l'heure. Mais son frère était là. Alors, ça reste quelque chose de direct. On est impliqué là-dedans. Et là, on peut imaginer peut-être aller un peu plus loin en travaillant avec un agent. On va élaborer dans quelques minutes c'est quoi un agent. Puis on va construire avec ces outils-là pour comprendre l'exportation directe qui mène vraisemblablement vers l'exportation indirecte. Quand on met un intermédiaire là-dedans qui va posséder la marchandise, qui va devenir principal dans la transaction. C'est-à-dire que je ne vends pas mon produit à un agent. Je suis représenté par un agent. Ma vente, elle est directe entre mon entreprise et mon client. Ça reste de la vente directe. Et si je vends à un distributeur, il achète mon produit, il le met dans ses entrepôts et il le revend à une panoplie de gens. Et il le revend à un prix sur lequel on s'est peut-être entendu, je suis au courant, je connais son markup, je suis à l'aise avec ça. Des fois, je ne le sais peut-être pas tout à fait. Il ne va pas nécessairement me rendre des comptes de manière transparente. Mais il ne va pas céder la matière. Ça veut dire que je le vends à lui. Et lui, il le revend à quelqu'un d'autre, qui peut le revendre à quelqu'un d'autre, qui le revend à quelqu'un d'autre avant que ça arrive dans les mains du détaillant qui va l'écouler de manière individuelle. Alors ça, cet intermédiaire-là devient un autre possesseur de la marchandise en cours de route. Il le possède. Et donc, il devient principal dans une chaîne. Ça, c'est important à comprendre ça. Puis évidemment, ben, on verra tantôt, on va définir plus loin lorsqu'on s'en va vers du partenariat, ce que ça représente peut-être pour nous. Alors, l'exportation directe ou l'implantation sur un marché étranger, si j'installe un bureau, mon bureau, je suis Granigem, puis je vais ouvrir un Granigem à Toronto, mais un Granigem Toronto qui dépend de Granigem Montréal va engager 1 ou 2 employés à Toronto. Ça devient une succursale, mais ça vous appartient à vous, Granigem. Alors, ça reste de l'exportation dite directe. Okay? Parce que vous êtes propriétaire, parce que vous êtes là, parce que vous dirigez ça. Okay? Alors, évidemment, ça nécessite des investissements peut-être importants. Si je veux ouvrir un bureau à Toronto parce que je vois que le marché de l'Ontario est très porteur pour moi, puis que je vais être là sur une base régulière, ben, je vais me louer un local. Puis je vais m'installer du téléphone, puis des ordinateurs, puis une réceptionniste, puis au moins une personne responsable sur place. Je vais avoir un site web dédié pour l'Ontario. Je vais avoir du matériel promotionnel, des brochures en anglais, plein de choses comme ça. Le coût est non négligeable. Même si parfois, en collaboration, par exemple, avec l'Export Québec, je peux bénéficier dans certains marchés d'un bureau de représentation partagé. Ça devient intéressant parce que ma facture de représentation va être partagée à un certain nombre de colocataires, si on veut, dans un espace qui va être en partie subventionné par le gouvernement du Québec pour permettre à les entreprises de Québec d'avoir un siège ailleurs, une représentation solide ailleurs.
Donc, une possibilité d'être directement impliqué dans un marché. On ne fait pas ça partout. On fait ça dans l'endroit où on voit, après analyse, qu'on a une bonne portée, puis qu'on est prêt à s'installer là pendant une période de temps. Et on se dit que si on a quelqu'un qui est de chez nous, qui comprend bien ce qu'on fait, alors idéalement quelqu'un qui a travaillé à l'usine, qui a travaillé dans l'entreprise pendant un certain nombre d'années, qui est capable d'en parler avec souplesse, intarissable sur le sujet parce qu'il l'a vécu, ben, c'est notre meilleur représentant. Que si je prends un agent qui représente plein de produits, dont le mien, il n'y aura jamais le verbe aussi facile là-dessus. Puis si c'est une entreprise familiale, tu es un membre de la famille, ben, normalement, il travaille pour l'intérêt familial. Il devrait ramener le maximum. Alors, il y a un risque élevé sur l'investissement, mais il peut être atténué parfois avec, on a parlé de ça quand on a parlé de l'environnement, je vous ai dit qu'il y avait, dans Export Québec, il y a, j'ai un blanc de mémoire, là. Il y a un programme qui est monté en collaboration avec la France qui permet l'accès à des bureaux de représentation dans plusieurs endroits, à Sao Paulo, à Mexico, à Ouagadougou, de toutes les places. Okay? Plein d'endroits comme ça où, en collaboration avec la France, on a un bureau, nous, le Québec, partagé, auquel vous pouvez souscrire à 3 différents plans, genre le bronze, l'argent, puis l'or, qui fait que tu as ta plaque sur la porte ou tu ne l'as pas, on répond au téléphone pour toi, sur ton téléphone, sur le téléphone général, tu peux recevoir du courrier, puis on peut, etc. Des choses comme ça là. C'est intéressant de savoir qu'on a accès à ces outils-là et que c'est vraiment utile. Alors, le lien entre le siège social et l'entité au pays est très clair. Cette dernière ne peut agir qu'en respectant strictement les règles. Elle dépend strictement de la maison d'origine. C'est pour ça que ça reste toujours direct. Ça vous appartient. Il n'y a pas d'intermédiaire qui va prendre des décisions qui sont les leurs. Okay? On peut vendre directement du siège social, comme si vous vendez des Bécomo, mais on peut avoir un bureau de représentation sur place. Un représentant salarié, ça peut être un représentant de votre entreprise que vous prenez de la Côte-Nord, que vous envoyez là-bas, ou on peut engager, par exemple, je prends Toronto comme exemple, un Torontois qu'on a amené sur la Côte-Nord, on lui a montré qu'il connaît le domaine relativement de la pierre de décoration, qui est venu visiter la carrière, qui est venu visiter l'usine, qui a passé plusieurs jours ou semaines avec vous autres, qui comprend le fonctionnement, les possibilités, jusqu'où ça peut aller, qui a un engouement pour ça. Je ne sais pas, il aime aller sur la Côte-Nord, il va aller à la chasse, à la pêche, puis il a un plaisir pour être là, puis ça l'intéresse. Il y a un engouement pour ça. Fait qu'on le place à Toronto, puis on y paye un salaire, puis tous les lundis matins, à 9h moins 5, il rentre au bureau, puis il fait son travail, puis il y a des objectifs à rencontrer, mais c'est un salarié. Il y a un salaire qui est envoyé toutes les 2 semaines de Bécomo. C'est votre employé, il est sur votre payroll. Il vous appartient, il fait ce que vous voulez. Ça reste toujours du direct, ça. C'est important de comprendre la différence, on verra tantôt, entre le direct et l'indirect. Lorsque j'engage un agent, l'agent, j'ai oublié de mettre ça tantôt. Je vais préparer ça, puis je vais le sortir à la pause peut-être, ou je vais vous donner un lien. L'agent, qui peut me dire c'est quoi un agent? Comme celle-là. Et normalement, un agent représente ton usine, ton entreprise dans un marché défini pendant une période de temps pour une valeur minimum de vente dans cette période de temps-là. S'il ne performe pas, on peut arrêter le contrat. Si vous, comme producteur, vous ne performez pas, il peut lui aussi arrêter le contrat. Mais l'intérêt de l'agent dans ça, évidemment, c'est parce qu'il est normalement payé dans une vente lorsqu'elle a été livrée et que l'usine est payée. Jamais avant. Normalement, il n'y a même pas d'avance. Alors ça, son intérêt à lui, là, c'est que tout fonctionne rondement. Il va travailler fort pour que ça fonctionne rondement, il ne faut pas minimiser son travail. Alors ça, c'est un agent. Alors, prenons par exemple une usine comme celle de la Sonde qui font les jus dans les boîtes en carton en long comme ça. Là. Okay? C'est fait avec des concentrés. Ces concentrés-là viennent dans des barils de 45 gallons, concentrés de jus de pomme, concentrés de raisin blanc, de raisin rouge, de mangue, de toutes sortes d'affaires.
Ça s'achète, baril 45 gallons, c'est congelé avec un sac en polyéthylène avec un grand col, on appelle ça un gooseneck fermé. Il y a des concentrations, il y a des taux de sucre, c'est très technique. Les usines qui fabriquent ça au Brésil, au Mexique, au Chili, en Chine, au Vietnam, en Inde, en Espagne, j'oublie, qu'importe, euh, n'ont pas de représentation directe. Ils n'ont pas de bureau dans plusieurs pays. Ils n'ont pas ça. Non, ça n'existe pas. Ils ont par contre des agents. Alors, ces représentants de ces compagnies de jus-là ont une série d'agents, d'habitude à Toronto. Ces agents-là, avant la saison, vont visiter les usines qui font des jus, comme la Sonde, puis FBI, puis je ne sais pas quoi d'autre, pour prendre le pouls de ce qu'ils veulent dans l'année, dans chacun des secteurs de jus, et les moments où ils le veulent. Parce que ce sont des commandes. Une usine de jus ne fait pas toutes sortes de jus tout le temps. Elle fait une période de jus de pomme, une période de jus de raisin, une période de mélange tropical, une période de mélange de petits fruits, une période de orange-mangue, des éléments comme cela. Ça veut dire que dans la gestion logistique de tout ça, les containers doivent rentrer dans les bonnes quantités, au bon moment, au bon endroit, pour que l'usine puisse avoir un tempo de fonctionnement sans anicroche, idéalement. L'agent, lui, à Toronto, il va faire des propositions. L'usine va choisir ses propositions. Et là, vous comprendrez que ce sont des contrats de taille. Ce sont des gros bureaux d'agents. L'agent n'est pas tout seul, il y a une équipe avec lui. Parce qu'il doit suivre tous les containers, les envois, les délais de douane, les retenues avec Santé Canada, les documents, le suivi pour la banque, les paiements. Il doit tout faire ça. C'est énorme. Et il doit arriver à la porte 31, 32, 33 de l'usine le mercredi 7 entre 10h15 et 11h30. C'est précis comme ça. Quand il performe comme ça, puis que le client reçoit son produit, l'embouteilleur, il est content, puis que le fournisseur est content et que le fournisseur a été payé par l'embouteilleur parce que c'est une vente d'une usine à une usine. Ce n'est pas une vente dans les mains de l'agent. L'agent est juste l'intermédiaire dans la conversation et dans la relation. Ça veut dire que l'usine chinoise de production de concentré de jus de pomme vend directement à la sonde. L'agent supervise tout. C'est l'argent qui a fait l'offre, qui a amené les échantillons, qui a négocié tout. Qui s'arrange pour que les documents soient là. Puis quand tout ça est livré et payé, puis que l'argent est arrivé en Chine, les Chinois payent son 2%, 3% ou 4%. C'est ça qu'ils payent. Okay? Alors, on s'imagine que 2, 3, 4% des concentrés de jus qui rentrent chez la sonde, ce sont des montants astronomiques. C'est le fun, ça fait des bons salaires. Okay? Mais c'est un travail de professionnel. Mais il n'est pas responsable dans la transaction. Si le bateau coule, l'agent ne perd pas sa maison. C'est l'usine en Chine qui va perdre quelque chose si elle n'est pas assurée. OK? Alors, il n'y a pas de propriété. L'agent n'est jamais propriétaire. Ça, c'est une notion très importante. Alors, dans la vente directe, pourquoi l'agent est dans la vente directe? C'est parce que c'est d'une usine à une usine avec un agent entre les deux. L'agent est un facilitateur, comme ton chinois. Alors, c'est important qu'on comprenne l'agent comme étant un représentant qui conclut des ventes, mais qui n'est pas propriétaire. Jamais. Jamais. Okay? Alors, on a parlé du bureau, on a parlé de l'implantation directe à l'étranger, super, on a parlé de ça, on a des moyens limités, on a couvert ça, excellent. Ça, on ne connaît pas ça ici. Les sociétés de gestion export, ça n'existe pas vraiment. Une société de gestion export, c'est si, par exemple, vous engagiez un bureau spécialisé, c'est comme Eric et le CI Côte-Nord, c'est un bureau de service conseil mis à votre disposition par le gouvernement du Québec. C'est un bureau privé qui faisait le travail du Chinois. Il achète ton granit puis il vend en Chine. Un bureau. Ça s'appelle une société de gestion de sport ou une maison de commerce. On va aller voir ça. Elle connaît tous les rouages du commerce international et elle sait comment faire. Dans les entreprises qui importent, il y a souvent un bureau d'achat et un bureau d'achat séparé. Provigo, pendant longtemps, avait un bureau d'achat indépendant
qui était situé sur le boulevard Crémazie, près de la 40. Ils occupaient 3-4 étages dans un immense bâtiment. Puis c'était les acheteurs, les gens qui achetaient tout, l'huile, le café, le sucre, les conserves. C'était un bureau indépendant. C'était comme le service des achats était à l'extérieur de Provigo pendant ces années-là. Ils pensaient qu'il y avait une économie à faire là-dedans. Et c'est peu commun chez nous, entre autres au Québec. Ici, on va parler, par contre, toujours à l'international, du distributeur. Ici, on a, dans mon PowerPoint, on parle du grossiste distributeur, mais il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire qu'on s'en va à Toronto, on s'en va à New York, on s'en va dans une foire, on rencontre des gens qui... tu rencontres des quincailliers qui sont intéressés à acheter tes fonds de douche, mais tu peux rencontrer une chaîne de quincaillerie. Eux, ce sont des distributeurs. Et si on vend à Rona, tu peux vendre à un Rona à côté de chez toi. On appelle ça de la vente par la porte de l'arrière, backdoor sales. C'est-à-dire que tu vas voir le propriétaire du Rona, puis tu dis, moi, je pourrais te vendre ça. Il a le droit à acheter un certain pourcentage de ce qu'il vend dans le magasin sur le marché local. Ça marche la même chose avec un IGA. Il achète des haricots jaunes, des fraises, du sirop d'érable localement. Mais il doit acheter la majorité de ses fournitures de chez Provigo, qui va lui livrer chez eux. Provigo est un distributeur. Il possède certains de ses magasins, mais souvent, la majorité de ces magasins sont des franchises. Puis quand tu es franchisé, tu dois te fournir chez ton distributeur chef. Tu fais ta commande, puis normalement, c'est peut-être électronique. À mesure que tu vends, ta commande s'auto-écrit, les camions se remplissent, ils viennent te porter le matériel pour remplir tes tablettes et les garder toujours garnies. Ça ressemble à ça. Alors, le distributeur, lui, achète ton produit et le stocke et va l'envoyer dans différents magasins qu'il possède ou qui sont affiliés ou même des magasins qui viennent se fournir chez lui. C'est là où on va faire la différence avec un distributeur et un grossiste. Alors, je peux être intéressé à vendre un distributeur. Et pourquoi ça devient une exportation indirecte? Parce que le distributeur va acheter de toi, il va amener ça dans son entrepôt, puis lui, il va le revendre à une série de points. Qui, eux, vont le revendre à d'autres détaillants, peut-être, qui vont le vendre sur le marché. Alors, des fois, tu peux vendre à un distributeur qui va vendre à un grossiste et à une série de détaillants. Alors, ça fait une étoile d'un côté, puis ça fait une série de points de l'autre côté. Mais lui, il est propriétaire du matériel, il le stocke. Il l'achète, puis il le revend en mettant une plus-value qui va être ses frais d'entreposage, ses frais de financement de l'opération, ses frais de livraison, de réemballage, de conditionnement, etc. Il va facturer, il va percevoir l'argent. Alors, la façon dont il le revend, la façon dont il l'achète, ce sont des transactions très différentes. Alors, lui fait, ton Chinois, lui, il achète une fois chez toi, il revend une fois de l'autre côté. Le distributeur, il achète une fois chez toi, il revend à une multitude. Ça. Okay? Dans un marché défini. C'est-à-dire que tu peux avoir un distributeur qui va te faire le New Hampshire. Tu peux trouver un distributeur qui peut te faire le nord-est des États-Unis. Tu peux trouver un agent qui te fait le New Hampshire. Ou un agent qui te fait le nord-est des États-Unis. Encore une fois, l'agent ne possède rien. L'agent, il pourrait intervenir pour que ton produit aille chez un distributeur du Nouveau Hampshire. Alors, toi, tu vas vendre au distributeur du New Hampshire, puis un agent dans le milieu. L'agent, il va t'amener là parce que toi, tu ne le connais pas, tu ne sais pas comment ça marche, tu n'as pas accès à ça. Tu sais, c'est comme si tu veux rentrer, puis je te parle de Provigo pour nommer un phénomène hors de ton champ d'action. Si tu veux rentrer chez Provigo, ben, tu vas cogner à la porte de Provigo pour demander un rendez-vous. Ils ne vont pas dire oui, lundi matin à 9h moins quart, on vous attend. C'est comme une espèce de truc de chasse gardée. C'est pas facilement accessible. Ils se font solliciter beaucoup puis ils reçoivent peu. Mais si moi je suis agent avec Provigo depuis 25 ans, puis je leur amène toutes sortes de choses, ils ont confiance en moi, ils me connaissent, je dis j'ai un nouveau produit pour toi. J'ai une tartinade de crabe là, qui vient de la Côte-Nord, c'est extraordinaire pour que tu goûtes ça. Puis j'amène ça chez eux, puis ils disent comme c'est intéressant, écoute, on pourrait faire. Bon.
Là, on rentre dans la distribution. Alors, souvent, on va engager un professionnel, un bureau professionnel, qui va me faciliter l'entrée là. Ça va me coûter quelque chose. Mais je vais rentrer là où moi ou toi, comme personne qui n'a pas l'expérience et qui ne connaît pas le canal, ben tu vas payer quelqu'un qui va te donner il va pas te donner la clé. Il va t'ouvrir la porte, il va t'asseoir dans la chaise, il va discuter avec toi et le client, il va s'arranger pour que ça se fasse, il va t'en sortir, il va fermer la porte, il va s'arranger pour que ça se fasse bien, parce qu'il est payé à commission sur ce qui est livré payé. Son intérêt, c'est que ça marche. C'est pour ça qu'on aime les agents. Quand tu as un distributeur, il faut que ton distributeur veuille bien mettre ton produit en évidence. Si tu as un produit original qui n'a pas de compétition, c'est stimulant. Mais si ton produit est similaire à bien d'autres, pourquoi il va te favoriser toi plus que quelqu'un d'autre? Il faut que tu t'occupes de ton distributeur, comme il faut que tu t'occupes de ton agent. Il faut que tu le vois régulièrement. Régulièrement, ça ne veut pas dire toutes les semaines, mais ça veut dire que, je ne sais pas, moi, si ton distributeur est au New Hampshire, ben, je ne sais pas, mais pendant les vacances d'été, je mettrais toute ma gang dans le caravane, puis j'irais camper au New Hampshire, puis j'irais voir mon distributeur. Tu sais, il me semble que je passerais un petit bout chez eux, quelque chose de même. Enfin, je m'amuse, là. Mais il faut le voir. Il faut le rencontrer. Alors, si j'ai un distributeur en Chine, ça veut dire que 2, 3 fois par année, soit je vais le voir, soit je le fais venir. Puis, s'il n'a jamais vu l'hiver, ben, j'essaierai de le traîner, de le forcer de venir une fois en février pour lui faire de la motoneige, pour lui montrer d'autres choses. J'ai déjà essayé d'amener mes Africains de l'Ouest faire de la motoneige, puis ça n'a pas marché. Ils n'ont pas voulu. Par contre, il y a des années, on avait amené le ministre de l'Environnement de la Colombie. Puis, c'était tellement drôle. Je ne vous montrerai pas ça, mais j'ai une photo du ministre en caleçon de laine rouge. Là. Il a fallu l'habiller pour faire la motoneige. Là, il était venu avec son épouse qui est arrivé avec ses petits gants de cuir fin rouge, là, en disant est-ce que ça va être suffisant? Ah, c'était tellement drôle. Donc, mais ils ont vécu une journée extraordinaire. Là, on les a amenés, on a fait de la montagne, on a fait du chant, on leur a montré autre chose. Puis ça, ce sont des éléments auxquels nous, latins, québécois, on a une facilité à faire et c'est grandement apprécié, surtout dans les marchés non traditionnels. Donc, mon distributeur, je dois le travailler pour qu'il facilite mon projet, mon produit plus qu'un autre. Pourquoi je dis ça? J'ai un entrepreneur que je connais qui a une série de distributeurs en Europe. Tous les étés, il va passer un mois en Europe. Ça s'appelle de la dépense déductible. Hein? Alors, il va voir ses distributeurs. Il en profite, il va au restaurant, il va voir du théâtre, de l'opéra, son affaire, avec ses distributeurs. Il va du temps qu'eux autres, puis il discute. Puis quand il part de là, oups, les ventes font ça. Parce qu'il leur a donné cette attention-là. Donc, ils vont le privilégier. Alors, il fait ça, lui, chaque année, il fait sa tournée de distributeur comme ça. Le grossiste, lui, est un autre intermédiaire. Ça ressemble un peu au distributeur, mais le distributeur, si je suis en chaîne d'alimentation, il fait que de l'alimentation. Un grossiste, c'est comme un Costco. Un Costco, ça fait des chaises de jardin, puis ça fait des filets de saumon. Ça fait du savon à plancher, puis ça fait des livres, puis des CD. Ça, c'est un grossiste. Alors, il y a été un temps, à un moment donné, où on fournissait certains types de commerces en Haïti et on se fournissait chez Costco à Miami. Par la porte d'en arrière, comme grossiste, en gros, on achetait en gros et non pas au magasin avec le chariot à roulettes, là, mais on peut acheter chez Costco comme un grossiste. Comme on retrouve ce qu'on appelle les cash and carry, où on va, les dépanneurs souvent se fournissent dans des cash and carry. Ils vont, c'est une espèce d'entrepôt, puis il y a de tout. Ils achètent des bonbons, du Coca-Cola, des céréales Post, plein de trucs. Ils amènent ça dans leurs dépanneurs, ils achètent cela. Ils ne vont pas l'acheter chez Provigo. Provigo ne va pas leur vendre. Alors, ils vont dans un cash and carry, puis ils achètent ça. C'est un grossiste. Alors, on peut vendre à des grossistes. Ça peut être une source intéressante. Souvent, les grossistes, quand on travaille transfrontalier, on achète d'un bord de la frontière pour vendre de l'autre côté de la frontière, puis on achète chez le grossiste. Alors, c'est une route qui n'est pas dénudée d'intérêt. Au contraire. Il faut comprendre ces éléments-là pour que tout à l'heure, quand on va penser stratégie, ben, qu'on comprenne que l'agent que tu as présentement n'est pas un agent. C'est pas mauvais, là.
qui s'appelle agent, on s'en fout, là, mais que sa limite à lui, c'est autre chose. OK? J'ai dit ça, moi, la maison de commerce, mais mon broker, il n'est pas là. Alors, mon courtier, lui, ton chinois en question, c'est un courtier. Le courtier, lui, il n'a pas de contrat d'agence. Il n'est pas tenu avec une manufacture comme la tienne. Il n'est pas tenu à une série de clients. Il connaît des gens. Il va chercher les liens. Puis, il va faire le lien comme un agent pourrait le faire. Souvent, il va chercher une commission des deux bords. Ah Il oui? va dire, ben, il peut dire, écoute, moi, je peux te le vendre, mais j'aimerais ça que tu me donnes 5%. Puis, il se retourne à l'autre, puis il dit, je j'aimerais te le vendre, mais j'aimerais ça que tu me donnes une commission de 5%. Et puis, je dis 5, là, ça peut être 2, ça peut être 10, là, j'ai aucune idée. Il négocie. Ça peut être 4 d'un bord, 6 de l'autre. Tant mieux pour lui. Lui, il faut que ça marche. Alors, on dirait un peddler. Ah, il ressemble à ça, ton chinois. Pas d'adresse, pas clair. On ne sait pas exactement ce qu'il fait. C'est comme un vendeur itinérant un peu. Là. Je ne me Ouais. moque pas de lui, mais ça ressemble à ça. Moi, quand j'étais jeune, ça existait, on appelle ça comment ça? Des voyageurs de commerce. Ça n'existe plus. Le gars, il arpentait les campagnes avec son auto, son catalogue, là, puis il partait pendant des semaines, là, puis il allait vendre dans les villages des trucs, puis il allait chercher des commandes, puis après ça, il faisait livrer ça. Après ça, il repassait chercher son argent, puis avec d'autres commandes, des choses comme ça. Là. J'avais, au primaire, j'avais le père de certains de mes amis qui était voyageur de commerce. Il était partout sauf à la maison. C'est un peddler. C'est pas mauvais. Il y a beaucoup d'entreprises à Montréal qui ont commencé avec, qui faisaient, je sais pas moi, ils vendaient des chaudrons, des draps, des ustensiles, puis ils mettaient ça dans l'auto, ils remplissaient le stage genoux, ils allaient vendre ça en campagne. Ça c'est un courtier. C'est ça qu'on appelle ça, un courtier. C'est important parce qu'eux, ils ont souvent des réseaux que personne d'autre n'a, dans lesquels ils sont réputés pour faire ça. Alors, nous autres, dans l'agroalimentaire, si je pense à mes jus de tout à l'heure, si dans mon contrat avec la sonde, je suis posé livrer 10 containers de concentré de quelque chose, puis que pour une raison ou pour une autre, mon fournisseur m'en a envoyé juste 9, m'en manque un. Ben, je vais appeler un courtier. Je ne vais pas l'appeler en disant ouais, ça va pas, je suis dans le jus, j'ai besoin d'aide. Non, je l'appellerai en lui disant écoute, ça va bien à l'usine, on fait dans 3 semaines, on fait les jus de raisin. Si tu avais un bon prix là, sur du stock de jus de raisin, peut-être que je pourrais l'inclure dans ma commande que je vais livrer. Check donc ça. Évidemment, il n'est pas fou, là. Il sait très bien que je l'appelle parce qu'il m'en manque. Là. Il va peut-être me trouver, dire en Ohio, il y a un entrepôt, là, il y en a deux, ça vient du Chili, pas de la Chine. La concentration est un peu plus élevée que ce que tu recherches, mais tu as juste à le diminuer un peu plus, puis ça serait à tel prix. Évidemment, le prix qu'il propose, c'est trop élevé, là. Fait que mais moi, il faut que je livre à mon usine. J'ai promis 10, puis je n'ai juste 9. Fait que je vais négocier, je vais vérifier, je vais l'échantillonner, je vais le faire analyser, je vais faire une proposition, il va la refuser, il va me faire une contre-offre, je vais faire une contre-contre-offre. C'est un peddler. On va s'offrir puis se contre-offrir plusieurs fois, là. Puis à un moment donné, on va arriver à un prix qui va s'entendre. Peut-être que ce container-là, je vais le vendre à perte. Peut-être. Mais je fais de l'argent sur les 9 autres. Fait qu'au total, je vais faire de l'argent sur les 10. Puis mon client va être content. Si je n'avais pas eu mon courtier, comme je suis pris avec juste mon usine, ben, j'aurais un défaut de livraison, puis j'aurais des pénalités. Mon usine aurait des pénalités. Puis moi, je serais dans une position délicate comme agent vis-à-vis de mon client. Puis moi, je veux que mon client soit content parce que plus mon client est content, plus je résous ses problèmes, moins il y a de problèmes avec moi, plus je reste son agent favori. Plus il va continuer d'acheter chez moi. Si le marché monte, il va peut-être me suivre, moi, plus qu'un autre, parce qu'il sait que je vais prendre un grand soin de toutes ses préoccupations. C'est ça la valeur d'un agent, un bon agent. Ça. Okay? Alors, le courtier, lui, le courtier, c'est comme un journaliste à la pige. J'écris des articles, puis j'essaie de le vendre dans des revues. Puis des fois, je le vends dans Québec Chasse et Pêche, puis des fois, je le vends à la presse, puis des fois, je le vends au soleil, puis ça dépend. J'étais à la pige, puis des fois, j'étais en vacances, puis j'écris rien. Puis des fois, j'écris, personne n'en veut. Puis des fois, on me commande des affaires. Ça, c'est un courtier. OK? Alors, ça ressemble à ça.
c'est l'environnement dans lequel on peut évoluer. Mais il y a un élément, moi, que j'aime beaucoup, que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est la maison de commerce. La Trading House. Alors là, la Trading House. Okay, c'est la maison de commerce, c'est la traduction de l'anglais. Trading House. En Europe, on appelle ça une société de commerce international, une SCI. Ici, souvent, elles ont d'origine européenne au Canada, puis ce sont des trading houses. C'est des maisons de commerce. C'est une entreprise, comme on l'a vu un peu plus haut quand on parlait de ça, là, la société de gestion export. Où est-ce qu'il y a mon marqueur? Là? Ça ici. Là. OK? Alors, la maison de commerce, vous ne connaissez pas ça. Je vais vous expliquer ce qu'est la maison de commerce. Pas parce que je veux que vous fassiez affaire avec une maison de commerce, là. C'est pas mon but. Mais qu'on comprenne bien le fonctionnement de la maison de commerce, sa raison d'être, pourquoi elle est performante et pourquoi c'est un modèle pour vous dans ce que vous faites. Parce que la maison de commerce, elle travaille bien. Alors, j'explique. La maison de commerce, elle ne produit rien du tout. C'est pas son job. La maison de commerce, elle, ce qu'elle fait, elle achète et elle revend. Elle est normalement spécialisée, produit marché. Une maison de commerce qui fait de l'agroalimentaire, ne fait pas de la construction. J'ai de l'écho, là. Okay. Oui, c'est bon. Alors, la maison de commerce est spécialisée, produit marché. Si elle fait de l'agroalimentaire, elle ne fait pas tout de l'agroalimentaire. Il y a une équipe qui fait du fruits et légumes en conserve. Il y a une équipe qui va faire du porc. En fait, au Québec, il y a une maison de commerce qui ne fait que du porc. Il y a une maison de commerce qui fait que des produits de l'érable. Il y a une maison de commerce qui a un département qui fait des ailes de poulet. Ils sont 5. Ils font des ailes de poulet toute la journée. Je veux dire, on peut pas. Imaginez le nombre d'usines aux États-Unis qui produisent du poulet. Imaginez-vous le nombre de poulets qu'on prépare dans une journée aux États-Unis. Mais c'est aberrant comme chiffre, là. Et surtout aux États-Unis, comme au Canada, qu'est-ce qu'on mange? On mange la poitrine, la cuisse et la patte. L'aile, pas notre pièce favorite. Hein? C'est pas en plus de manger une assiette d'ailes de poulet, là, mais ça va faire longtemps. Alors, traditionnellement, l'aile, aux États-Unis, ils ne savaient pas quoi faire avec ça, ils jetaient ça. Les maisons de commerce canadiennes, montréalaises en particulier, ont vu, il y a 45 ans, là, ils ont vu l'opportunité de prendre ce déchet des usines américaines et d'aller vendre ça dans un marché où il y a une plus-value, des marchés asiatiques, où on mange l'aile de poulet, c'est de la protéine, c'est nourrissant. Puis ça coûte 23 cents la livre. Comment tu fais l'argent sur 23 cents la livre? Tu fais une demi-cent, tu fais un quart de cent la livre. C'est pas payant un container de 40 000 livres, là. Si tu fais un quart de cent, là, ou une demi-cent, tu fais 200 $. Si tu en vends 10 par jour, tu fais 2 000 $ par jour. Tu fais 10 000 $ par semaine de profit pour ton entreprise. Dans la semaine. Si tu es 5, ben, tu génères 50 000 $ et plus de bénéfices par semaine. Ben, à la fin de l'année, ça fait quand même 2,5 millions. C'est quand même pas trop pire. J'essaie de vous donner une idée de chiffres, là. À vendre de l'aile de poulet pour l'amour du ciel. Ça veut dire que de manière traditionnelle, avant qu'on ait Internet, les gens sont au téléphone toute la journée. Ils appellent. Allô? Et ils obtiennent ce qu'on appelle les allocations des usines. Dans chacune des usines, il y a quelqu'un qui va dire, moi, je peux te mettre 10, 20, 30, 40, 50 containers d'ailes de telle qualité, emballés de telle façon, etc., très technique, à ta disponibilité, puis je t'offre 23 cents, puis je te FOB mon usine ou
FOB, tel port, Houston, New York, Port-Elizabeth, Seattle, qu'importe. Puis tu as 24 heures. Je te l'offre à toi, tu l'as pendant 24 heures à 23 cents. Fait que là, les autres, ils recevaient du Telex, beaucoup dans ce temps-là. Ils recevaient ça, l'offre, et ils envoyaient l'offre, 23 cents plus une scène ou deux, en Asie, pendant la nuit, parce que les autres, quand ils rentraient le matin, il y avait des confirmations ou des informations par rapport à ça. Je l'achète 23, je l'ai offert à 26, il m'est revenu à 24 écarts. Ben, 24 écarts, je viens de faire une scène écart. C'est pas trop pire. Puis j'ai pas encore négocié mon autre à la baisse, là. Peut-être que je vais l'obtenir à 22, 3 quarts. Alors, c'est pas un travail glamour. Tu es au téléphone toute la journée, tu es au Telex, maintenant à l'ordinateur. Puis c'est comme un cours, un peu comme une bourse. Tu as des allocations, tu les offres sur des marchés, puis il y en a qui le prennent, il y en a qui négocient. Mais à la fin de l'exercice, à la fin de l'année, tu génères du bénéfice. Alors, la maison de commerce, son but premier à elle, c'est avec du capital, avec de l'argent, elle achète et elle fait du commerce. Import-export. C'est sa spécialité. Donc, elle est sécure dans sa façon de faire. Puis, elle va pas, si elle fait de l'aile de poulet, elle ne fait pas de la machinerie de construction, là. C'est pas son domaine. Elle connaît le rouage, mais elle n'est pas sécure dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas. Elle n'est pas forte dans ce marché-là. Alors, j'ai des maisons de commerce qui sont très performantes dans des secteurs très, très pointus. Il y en a qui font de la construction, ils fournissent du matériel de construction pour de l'unifamilial dans le sud des États-Unis. Ils font juste ça. Ça veut dire des portes, des fenêtres, des tuiles de plancher, des plaintes, tout ça en même. En quantité, ça vient de partout sur la planète, puis ça s'en va là. Ils font ça. Alors, ils se fournissent au Brésil, au Pérou, au Portugal, en Espagne, à Taïwan, en Chine, qu'importe. Puis ils amènent tout ça là. Alors, à la base, un Pier One, c'est une maison de commerce. Pier One, ça dit quelque chose? J'essaie de trouver le nom ici. Là. On achète toutes sortes de produits qui viennent de partout sur la planète là, dans ce magasin-là. Des bibelots, des décorations. On appelle ça. Pierre Export, là. Ah, ça, aux États-Unis, Pier One. Ça, c'est le magasin de détail d'une maison de commerce spécialisée. Ils achètent le pied de la lampe en Taïwan, ils achètent l'abat-jour au Sri Lanka, puis ils le font assembler au Mexique. Puis ils font rentrer ça dans les circuits de distribution qu'ils possèdent eux-mêmes. Alors, le modèle ici, ce sont les modèles de ce qu'on appelle sur la diapositive les Sogo Sosha japonaises. LG, c'est une Sogo Sosha. Mitsubishi, c'est une Sogo Sosha. Mitsubishi, ils font des voitures. Ils possèdent la mine qui produit le métal, ils possèdent l'usine qui transforme le minerai en métal, ils possèdent la compagnie de transport qui amène le minerai à l'usine, puis qui amène le produit travaillé de métal à l'usine qui va fabriquer les pièces pour fabriquer les autos, ils possèdent les navires qui amènent les voitures sur le marché américain, ils possèdent la banque qui fait la transaction bancaire entre tout ça, ils possèdent tout. Ça, on appelle ça une Sogo Sosha intégrée. On n'a pas ça chez nous au Canada, mais c'est un modèle japonais, un modèle d'après-guerre qui s'est développé comme ça, beaucoup. Très, 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 très performant. On se rappellera peut-être, qu'on sait qu'on ne sait pas, après la guerre, l'économie japonaise était tombée à terre, il n'y avait plus rien, et ils se sont mis à développer, mais d'à partir de l'étranger, toutes sortes de choses, puis ils ont tout acheté au fur et à mesure qu'ils faisaient de l'argent, puis ils ont possédé l'ensemble de tout ça. Mais à la base, ils font du commerce. Et ils ont acheté toute la chaîne dans chacun des modules de commerce qu'ils font. En électronique, les TV, les systèmes de son, la téléphonie, les ordinateurs, des éléments comme ceux-là. Tout ça. Alors, mais le but, c'est d'acheter, vendre, faire un bénéfice. Alors, si je vais faire un calcul pour le fun. Mettons que je peux te reprendre mon tableau blanc, juste que je m'habitue, moi je serais pas faire ça, tableau blanc, tableau blanc. Tableau blanc. Ouais, voilà. Super. Alors, crayon, super. Alors, mettons que j'ai 1 million, ça écrit pas bien la souris, hein? Mettons que j'ai 1 million de capital. J'ai une série de négociants qui travaillent, puis ils me tournent mon million 10 fois dans l'année en faisant des transactions. C'est-à-dire qu'ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent. Ça veut dire que j'ai un chiffre d'affaires
qui va être donc de 10 millions. En agroalimentaire, ma marge bénéficiaire, normalement, est de 8 à 10 OK? Ça veut dire que j'ai un bénéfice brut d'à peu près 800 000 brut. Je vais payer mes salaires, mes obligations, mes loyers, mes autres dépenses comme celle-là. Je vais en dépenser, je sais pas, 400 000, mettons. Mhm. Il va m'en rester un 400 000. Là-dessus, je vais payer de l'impôt, 25 Je vais m'enlever un autre 100 000 que je vais payer en impôt. Avec mal, hein? Ça veut dire qu'il me reste un profit brut de 300 000. Sur mon million de départ, là, où tu places 1 million à 30 aujourd'hui? Nulle part. Il n'y a personne qui donne un rendement comme ça. C'est risqué. Tu achètes des ailes de poulet aux États-Unis, tu vends ça en Chine. Je veux dire, il y a des risques, le bateau peut couler, mais t'assures. Le Chinois ne pourrait pas te payer, mais t'assures ton recevable. Puis tu connais tes clients, tu fonctionnes depuis longtemps. Tu es capable de gérer les risques. C'est risqué pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, mais pour quelqu'un qui connaît ça, tu sais, mais il y a d'autres choses. Il y a des cartons qui disparaissent, il y en a qui sont endommagés, ils ont acheté un produit, puis c'est pas ça qu'ils ont reçu, il y a une réclamation. Il y a plein de problèmes à régler, là. C'est pas 20 millions, ça tourne tout seul, au bout, je ramasse 30 puis je m'en vais en vacances. C'est tout sauf simple. Mais la base de la maison de commerce, c'est ça. C'est le but. Okay? Alors, lorsque la maison de commerce achète à une usine de poulet, pour l'usine de poulet, c'est une vente locale. Ils sont payés localement avec des termes locaux. On va le voir quand on va faire le calcul de coût ensemble. On va expérimenter ce genre de choses-là, on va faire le calcul ensemble. Alors, quand j'achète, quand ils achètent chez vous, s'ils achetaient du granit, par exemple, ben, ils vont acheter FOB Bécomo. Ils vont partir avec. Puis ils vont faire une entente de paiement en le prenant à l'usine, 50 à l'usine, puis l'autre 50 net 10 jours, je ne sais pas moi, avec des garanties qui vous satisfassent. D'autres, ils vont l'amener ailleurs, puis ils vont le vendre dans un marché. Vous ne saurez pas toujours à quel prix ils vendent, par exemple. Parce que c'est la façon de faire. Des fois, ils vont travailler avec vous, ils vont vous le dire. Des fois, ils vont vous amener voir les clients. Moi, quand j'achète du café en Inde, que je le vendais aux États-Unis, il m'est arrivé à plusieurs reprises de prendre mon fournisseur indien et de l'amener voir mes clients américains. J'ai voulu amener mes clients américains en Inde, puis ils m'ont dit, Are you crazy? We're not going to India, ever. Bon, c'est les Américains, ils ne voulaient pas aller en Inde, là, ils trouvaient que ça n'avait pas d'allure. Je leur ai envoyé des photos, mais ça ne leur faisait pas changer d'idée. Il y a une plus-value du négociant dans une maison de commerce parce qu'il est capable d'amener des éléments dans la négociation que le manufacturier, qui est très bon dans sa manufacture, est peut-être pas bon dans la compréhension d'un marché surprenant. Puis, marché surprenant, l'Ontario peut avoir des surprises pour nous. Les surprises sont, évidemment, la Chine doit être pleine de surprises pour nous qui ne connaissons pas la Chine. Alors, on ne minimise pas la valeur de travailler avec une société de commerce international. Elle a une valeur dans la transaction. Ça représente quelque chose. D'autant plus que c'est elle qui prend tous les risques. C'est elle qui va gérer ces risques-là. Elle va transporter le produit, elle va l'assurer, elle va le revendre, probablement avec des termes. Donc, elle va financer l'ensemble de la transaction. Votre courtier, là, chinois, il ne prend pas de risque. Il prend l'argent du chinois, il vous en donne une partie, il garde le reste. Il ramasse le produit. Je ne minimise pas sa position, là. C'est une position en or. Il fait très bien, j'en doute certainement pas. Il prend le produit, il le possède, puis il l'envoie à son client en Chine. Son client est content, puis il va en commander d'autres, si tout va bien. Ça devrait. La maison de commerce, elle va prendre tous ces risques-là. Elle va tout gérer ça. Elle va s'occuper du transport, de la douane, des taxes, des impôts, etc. Au complet. Elle va s'occuper de la fiscalité. Si vous vendez aux États-Unis,
Chaque État a une fiscalité différente. Quand on a signé l'ALENA, on a accepté d'être sujet aux fiscalités des États dans lesquels on vend. Puis on s'en rend pas compte. On vend au Wisconsin, on vend en Ohio, puis à un moment donné, au bout de 5 ans, on reçoit une facture d'imposition de l'Ohio. Parce qu'on a oublié de demander à un fiscaliste comment ça fonctionne. Puis votre comptable habituel qui fait votre rapport d'impôt familial à Bécomo, comme à Montréal, il ne connaît pas ça. Il n'a aucune idée comment ça marche. Ça prend un fiscaliste qui sait comment ça marche, la fiscalité en Ohio ou à New York. C'est pas la même chose. Évidemment, quand on est au Canada, c'est plus facile. Non, La première maison de commerce canadienne qu'on a eue ici, savez-vous c'est qui? la baie du Son. Yes, sir. Exact. Ah oui? Oui, c'est exactement ça, the Hudson Bay Company. C'était un comptoir. Regardez, là, c'est écrit là, là, les anciennes sociétés de comptoir. Ils ramassaient les pots pour les envoyer en Angleterre, faire des chapeaux pour les gentilshommes. Puis ils ramenaient ici des chaudrons et des têtes de hache, des boutons. Ils faisaient le commerce avec des comptoirs. À Hochelaga, à Québec, À Saint-Pierre. à Rivière-Ouest. Ça, Halifax. Des choses comme ça. Alors, effectivement, c'est ça. Et on voit qu'avec la charte originale de la Hudson Bay Company est toujours la même charte pour la compagnie. Ça découle, les magasins Hudson Bay découlent exactement de ça. Et ça appartient à la société de comptoir de Hudson Bay Company, la compagnie de la baie du Son, qui possédait leur propre navire, qui possédait leur usine en Angleterre, qui faisait les chaudrons, qui faisait les chapeaux. Ça, c'est tout. C'était intégré avant le terme Sogo-Socha. Alors, si j'illustre ça un peu en termes de négociation, quand j'ai une maison de commerce qui agit comme négociant, donc comme principal, parce que normalement, elle agit comme principal, c'est-à-dire qu'elle fait un premier transaction en achetant d'un producteur. Elle va acheter une marchandise, elle va la payer, puis elle va en prendre possession. Et elle va vendre à l'acheteur, elle va prendre possession du paiement après ou pendant ou avant la livraison de la marchandise. Elle est donc propriétaire de la marchandise, comme je mentionnais tout à l'heure, une minute, une journée, une semaine, un mois, qu'importe. Et elle est propriétaire. Elle est principale dans la transaction. Et normalement, dans un schéma comme celui-là, la maison de commerce est responsable du produit de l'usine du producteur à l'usine ou au site de l'acheteur. Elle englobe tout ça. Ça veut dire qu'elle prend les risques ici et qu'elle prend les risques là. Elle gère tout ça. Mais elle peut aussi agir comme agent. Ça arrive. Parce que des fois, c'est plus facile. C'est moins payant, mais c'est pas son argent. Alors, elle néglige pas, elle ne va pas s'offusquer de prendre 2% sur un négoce dont elle ne prend pas de risque. Donc, la marchandise et le paiement se fait entre producteur et acheteur, et la maison de commerce agit comme agent avec normalement un pourcentage pour la transaction qui tourne 2-4%. Alors, nous autres, quand on faisait le café instantané, mexicain ou indien, on achetait des containers qui valaient entre 50 ou 100 000. On allait chercher entre 8 et 10 On imagine un container de 100 000 rapporte brut 5 000 Puis après 10 ans de travail, on a été approché par des grosses trading de café international basées à Zurich et à New York. Puis ils nous ont dit, vous avez accès, vous, à une usine en Inde qu'on aimerait bien. On voudrait acheter 10 containers par mois de cette usine-là. On voudrait que vous soyez notre agent. Ça fait 10 ans qu'on vous regarde aller. On sait que vous le faites bien. On a confiance en vous. On vous donne 2%. 2% de 100 000, là, c'est juste 2 000 pièces. Mais 10 containers par mois, ça fait quand même 20 000. Sur l'année, ça se fait une dizaine de fois, peut-être pas 12, là. Ça fait quand même 200 000. À commission, moi, une commission de 2% dans ce temps-là, je suis d'accord.
D'accord. Alors, à ce moment-là, on avait changé de directeur de compte à la banque pour un nouveau, un jeune. Là, on a, euh, on a des ventes qui se mettent à faire ça, puis on a un profit qui fait ça. Fait que là, mon jeune banquier, il dit pourquoi, pourquoi ça ne suit pas là, comme ça, là? Fait que j'y explique le 2%. Lui, il était convaincu là, qu'on allait porter notre argent au Panama. On avait beau y expliquer le 2% et tout ça, là, il était super insécure par méconnaissance de ce qu'on fait. Voilà. Alors, moi, c'est ma merveille de maison de commerce. On va. Ouais, par où, hein? Une petite pause? Une pause? On prend 10 minutes? Ouais. Bon, Ah, on change vas-y. de rythme. Je passe en rafale 1, 2, 3 vidéos pour vous parler des maisons de commerce, pour vous illustrer ce que c'est. Alors, vous allez visiter des maisons de commerce, vous allez entendre parler des maisons de commerce. Fait que je vous ai mis le premier lien. Je vais fermer mon micro pour ne pas avoir de retour. Je l'écoute en même temps que vous pour être sûr qu'on arrive au bout. Ce sont des courts vidéos. Puis après ça, on va continuer notre discussion. Comme ça vous change un peu de rythme. Puis moi, je me repose la voix un peu. C'est bon? Bon. C'est là. C'est bon. Je viens de mettre le second vidéo. Il faut accéder et aller voir. Alors, il en reste un court dernier. OK. Je viens de changer le lien. On part avec celui-là, puis après ça, on poursuit. C'est là. Ben, j'essaie de vous montrer un modèle que vous ne connaissez pas, qui est peu connu. Ce n'est pas un modèle qu'on voit à l'avant. Des fois, moi, je suis un gars qui a travaillé beaucoup dans l'agroalimentaire. Des fois, je suis à l'épicerie, puis je prends la conserve, là, puis je regarde l'étiquette en arrière, là, puis c'est écrit dessus importé par Minix. Minix, c'est une maison de commerce. Elle fournit Provigo. Elle fournit plein de gens. L'étiquette va changer sur le produit qu'il y a dedans. Le prix ne sera pas le même, mais c'est le même produit qui va venir importé par une entreprise, une maison de commerce qui va être distribuée peut-être chez Micro, peut-être chez Loblaws, mais pas chez Provigo. Enfin, des choses comme celle-là. Alors, imaginez-vous, je ne sais pas moi, la crevette en conserve, le baby clam. Souvent, ce sont tous des produits comme ça qui sont importés par des maisons de commerce dont on n'est pas au courant parce qu'on achète l'étiquette. Moi, j'ai vendu à un moment donné, à une certaine époque, des sardines sans peau, sans arête du Maroc qui se sont vendues ici avec l'étiquette Brunswick. Brunswick est le plus gros emballeur de poissons en conserve au pays. Il y a des usines sur la côte Pacifique, des usines sur l'Atlantique. Ils font du thon, ils font du saumon, ils font de la sardine, ils font de la crevette, ils font plein de choses. Mais ça ne veut pas dire que la crevette, elle vient d'ici. La crevette, elle peut venir d'ailleurs. La crevette, elle peut être de la crevette thaïlandaise avec une étiquette Brunswick dessus. Puis on l'achète au magasin. Puis des fois, Brunswick va la vendre à Métro, va avoir l'étiquette Métro dessus. Ou Président, ou je ne sais pas quoi. Mais la crevette, elle vient avec des lots de crevettes avec des étiquettes différentes. Bon, ceci dit. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que la maison de commerce est un modèle qui a un intérêt pour nous particulier. Dans le cas où, quand j'ai un manufacturier qui vend sur un marché local, normalement, c'est la force de vente et de marketing qui opère ici. Ça, c'est ce qu'on fait quand on vend au Québec. On connaît ça, on est à l'aise avec ça. Si on part et qu'on s'en va sur un marché de proximité comme les États-Unis, mais là, on va rajouter probablement la douane, le transport, l'entreposage, qui sont des ajouts à ça. On pourrait peut-être imaginer qu'il y a des intermédiaires, mais quand on est PME, quand on est en début de nos expériences, on
on l'a parlé tantôt, on va vouloir faire de la vente directe. On va vouloir le faire soi-même. Alors, normalement, peut-être que j'ai un agent, peut-être que j'ai un distributeur, ou que je fais en vente directe et que je m'amène ici. C'est bien. À partir du moment où je veux m'en aller sur un marché extérieur, un marché outre-mer, un marché un peu plus loin que le Canada, les États-Unis, donc l'Amérique latine, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, l'Afrique, soit que je travaille en vente indirecte avec des intermédiaires qui vont prendre possession de ma marchandise pendant une période de temps et qui vont la gérer en partie. Alors peut-être que je vais leur vendre, l'expédier à leur port de destination, puis ils vont en prendre charge à partir de là. On le reverra quand on parlera logistique et transport. Peut-être que je vais travailler avec une maison de commerce ou peut-être que je vais créer mon propre département export. Mon département export, ça peut être une personne qui fait tout chez nous, ou ça peut être un ensemble de services qui sont à l'interne et à l'externe combinés. Alors, ce qu'on veut démontrer ici, ce que vous avez vu dans les vidéos, que vous n'avez peut-être pas tout entendu ce qui s'est dit, c'est que la maison de commerce, elle fait beaucoup de choses. C'est une valeur dans la transaction importante. Non seulement elle va être principale dans la transaction, c'est-à-dire de posséder le matériel, mais elle a aussi la responsabilité d'une série d'éléments qui devraient être le modèle de ce qu'on met à l'interne dans notre entreprise, dans notre département export. Et c'est ce qu'on va voir à partir de ce qu'on a commencé à voir, et c'est ce qu'on va voir avec plus de détails techniques à partir des prochaines semaines. On va s'en aller de plus en plus dans des éléments techniques précis. Alors, on a vu ensemble, au départ, on a discuté la semaine dernière, l'identification de marché, l'identification de clients. Comment je trouve des clients? On a abordé certains éléments en parlant de l'analyse marché de manière générale et globale pour se sélectionner un marché dans lequel je vais approfondir les connaissances, trouver une liste et commencer à travailler cette liste. On a, entre le premier cours et le cours numéro 4, on a passé de je voudrais exporter en Asie, aux États-Unis, en Europe, à je vais peut-être commencer par quelque chose de plus précis pour une période de temps pour me faire les dents, pour devenir plus connaissant. Puis après ça, je pourrais peut-être considérer m'éparpiller un peu plus large. Alors, on a appris, et on va le voir encore plus quand on va parler des technologies de l'information dans l'application de commerce international. On a vu la semaine dernière avec la gestion de la mission et de la foire commerciale, comment se créer des listes clients. On va revenir encore là-dessus, je trouve ça important. Mais on a compris ça. Alors, la maison de commerce, elle, ça, là, elle maîtrise ça. Elle a un tandem produit-marché. Elle ne fait pas tous les marchés sur la planète. On l'a vu tout à l'heure dans les vidéos. Ils nous ont dit, nous autres, on a pris une maison de commerce pour aller là. Mais on vendait déjà là, à l'étranger. Mais on les a pris pour aller dans ce marché-là parce qu'eux autres, ils connaissent ça, puis nous, on n'y connaît rien. Il y a celui qui fait les camions citernes, il disait, la maison de commerce, elle nous a amenés au Moyen-Orient. On ne connaît rien, on ne parle pas la langue, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais eux autres, ils nous vendent des camions citernes au Moyen-Orient. Puis avec eux, on a appris des rouages de l'export qu'on ne maîtrisait pas parce que nous autres, on vendait au Québec et un peu aux États-Unis. Alors, ils ont appris ça avec ça. Alors, comme elle maîtrise bien son tandem produit-marché, elle comprend aussi le besoin de l'adaptation du produit sur le marché. Et comme elle maîtrise un marché en particulier ou des marchés en particulier, elle va pouvoir indiquer aux manufacturiers des changements nécessaires, des changements potentiels, ou peut-être l'impossibilité d'avoir un produit que vous avez déjà sur un marché en particulier parce que ça ne correspond pas, malgré l'idée que vous êtes faite avec peu de documents. Alors souvent, ils sont capables de vous donner une heure juste parce qu'ils ont de l'expérience. Quand ça fait 20 ans que tu travailles à un marché, tu es là, tu connais tout le monde, tu sais comment ça joue, tu sais comment ça fonctionne, et tu es capable de porter un jugement beaucoup plus clair que quelqu'un qui veut commencer sur un marché neuf. Alors, c'est une des valeurs. Elle est capable aussi de comprendre la notion de calcul de prix export. Et ça, on va le voir ensemble quand on va faire le calcul de coût, vente et négociation ensemble, qui est un beau module. On va retrouver des vidéos qui découlent de la série qu'on a vue tout à l'heure avec la maison de commerce, dans lequel on va apprendre des notions de calcul entre
mon calcul que je fais pour mon marché local et mon calcul que je dois faire pour mon marché extérieur. Puis, dans cette notion-là, de m'ajuster par rapport à une compétition, puis de voir comment je peux créer une fourchette dans ma variation de prix, une fourchette, pas pour vendre le moins cher, pour vendre le plus cher possible, mais jusqu'où je peux aller. Des fois, c'est surprenant jusqu'où je ne savais pas que je pouvais aller pour être capable de pouvoir rentrer dans un marché, m'installer, puis après ça, monter mes prix. Alors, nous, on avait fait la même chose avec le café indien. On est rentré en dessous du marché pour créer de l'intérêt, pour que les clients commencent à acheter. Puis une fois qu'on a passé un an à vendre, pas à rabais, on fait de l'argent pareil, mais vendre moins cher, puis que les gens ont commencé à le demander puis à l'apprécier la qualité, bien là, on est capable de s'ajuster à la compétition les autres. Puis comme on faisait un travail hors pair, bien, on a été capable à un moment donné d'insister d'avoir un peu plus et de l'obtenir. Alors, cette stratégie de prix va bénéficier autant le fournisseur que la maison de commerce. Elle doit rester compétitive, elle doit vous faire comprendre comment ça fonctionne. Puis si je me sers de ce modèle-là à l'interne, si je maîtrise ces différents éléments-là, je vais être capable de comprendre des fois où je ne peux pas aller avec mes prix et où je peux mettre un peu de flexibilité pour pouvoir rentrer dans un marché qui me semblait difficile. Parce que si je regarde mon prix local, tel que je le pratique, que je transporte mon produit, que je mets une plus-value parce que je vends sur un marché étranger, ben, la majorité du temps, je ne serai pas compétitif. Donc, je dois apprendre à calculer. La maison de commerce le fait bien. Ce sont des éléments que je veux vous montrer en cours de route. La même chose avec les éléments de négociation. On va travailler ensemble plus tard. Coût, vente et négo. Coût pour maîtriser les paramètres. Vente pour comprendre les étapes techniques de la vente. Et négociation, les subtilités dans la conversation qu'on va mener. Parce que la négociation, à mon humble avis, c'est une conversation qu'on a entre des parties qui veulent commercer et qui veulent faire un bénéfice. Il faut que tout le monde fasse un bénéfice. Il faut que le bénéfice soit valable pour les parties impliquées pour qu'on puisse le refaire une deuxième, une troisième, une 30e, puis une 300e fois. Alors, ça veut dire qu'il faut amorcer une conversation qui va durer idéalement pendant des années et qui va produire des fruits pendant des années. À mon humble avis, la négociation, c'est ça. Alors, la maison de commerce, elle est passée maître dans l'élaboration d'une conversation qui produit des résultats à chaque fois pour que tout le monde y gagne. Ça, c'est important, tout le monde y gagne. Il n'est pas question d'aller chercher des avantages indus parce que la conversation ne se répétera pas. Il faut que tout le monde gagne pour que ça dure. Développer un nouveau marché coûte très cher, qu'on soit maison de commerce ou entreprise comme les vôtres. Le premier négoce qu'on fait, c'est pas payant. Le deuxième, un peu moins pas payant. Et plus on avance dans le volume, plus on va générer du bénéfice. Alors, c'est ce qu'on veut, c'est générer un volume qui vaut la peine. C'est très important. Alors, on va voir aussi, on va parler dans les aspects financiers, et j'ai prévu pour vous, on devrait faire, on va faire la logistique et le transport, on va faire ça chez un transitaire, on va se déplacer, on ne sera pas ici, on va être chez un transitaire, dans un entrepôt, et on va faire la même chose, le financement, les outils financiers, les outils bancaires, on va faire ça chez Desjardins. On va être en salle de conférence avec vue sur les cambistes. Je vous amène dans un sens de réalité. On a 2 personnes de Desjardins qui vont vous expliquer leur point de vue. Moi, je vais rester là pour peut-être un peu les ramener à l'ordre parce que ce n'est pas une séance de vente de produits financiers. Mais ils ne le font pas. Là. Les gens qui font ça avec moi chez Desjardins sont très pratiques et très PME dans leur approche. On va comprendre l'utilisation de ces outils-là. Et plus je maîtrise l'utilisation de mes outils, plus je peux les intégrer dans ma négociation et rendre mon produit, mon service accessible à l'étranger. Plus je comprends comment je peux adapter ma solution aux besoins de mon client, plus cette flexibilité-là va me permettre de rentrer là où je ne peux pas rentrer. Et normalement, à ce financement paiement collecte, on va avoir aussi avec nous un représentant d'Exportation Développement Canada qui va nous parler de la gestion des risques financiers qui tournent là-dedans. Alors, pas moi qui vous en parler, j'ai ces invités-là qui vont venir vous parler de ces éléments-là. Dans Transit Transport, on va parler de documentation, on va parler d'Incoterm avec M. Pelchat.
On va parler de l'importance de la documentation qui rentre bien sûr dans le financement, dans la lettre de crédit, dans tous ces éléments-là, qui est une charge très, très, très importante. La majorité des lettres de crédit dans lesquelles il y a des délais, c'est parce que la documentation n'est pas bien faite. Il y a des erreurs cléricales, et la banque, elle doit vérifier que les documents sont conformes à la demande de la lettre, et souvent, des erreurs font que les documents ne sont pas tout à fait conformes. Dans ce temps-là, la banque ne paye pas, à moins que les deux parties acceptent les non-conformités. À chaque fois qu'elle trouve une non-conformité, la banque fait payer un frais, comme 50 $. Si elle en trouve 10, ça fait quand même 500 $. Alors, la banque, elle cherche les erreurs. Je ne peux pas la blâmer, parce que s'il y a erreur, ça ne correspond pas au contrat. Si le contrat n'est pas respecté. Donc, la documentation, nous, en maison de commerce, parce que j'ai travaillé longtemps en maison de commerce, on a un département de documentation. Ça veut dire que les gens qui font ça, ce sont des perfectionnistes. Moi, je ne suis pas un perfectionniste, je suis un artiste. Je fais les grandes lignes, je comprends comment ça fonctionne. Puis, pour le plaisir, peut-être que Bobby est un artiste, puis Julie est une perfectionniste. Les deux, c'est complémentaire. Ça prend des gens qui sont des développeurs, ça prend des gens qui sont des gestionnaires. C'est des caractères différents. Mon épouse, à moi, est une perfectionniste. Des fois, ça m'énerve parce qu'elle va pointer sur des détails que je juge futiles, mais qui sont très importants. Alors, dans un département export, les personnes qui font la documentation ne doivent pas laisser passer une erreur. Alors, si je travaille avec un bon transitaire, qui a un bon département de documentation, ben, ils ne devraient pas faire d'erreur. Et s'ils font une erreur, ils ne vont pas la reconnaître, ils vont blâmer quelqu'un d'autre. La même chose à la banque. Si la banque se trompe, elle va pousser l'erreur ailleurs. La maison de commerce, elle, sa force, c'est qu'elle a un département qui fait la documentation, un département qui fait la finance, un département qui fait le transport. Nous, quand on vendait en maison de commerce, on passait notre journée au téléphone et à l'ordinateur. Puis quand on avait notre filière de vente terminée, on la prenait, on la donnait au département finance, qui allait l'apporter au département de documentation, qui allait l'apporter au document de transport. Tous les documents étaient faits, confirmés et devaient correspondre. Nos documents devaient être parfaits parce que, vous avez vu tantôt, le flux de marchandises qui se fait, doit être très, très, très fluide, sans anicroche. Parce que s'il y a des anicroches, ça coûte, ça ralentit, et l'argent ne revient pas, puis mon 30% en fond. C'est très important, ça. Donc, j'ai besoin d'un département super solide. La maison de commerce fait ça. Dans mon entreprise, j'ai peut-être pas le moyen de m'engager une personne de documentation. C'est quelque chose que je peux mettre à l'externe avec mon transitaire. Je peux lui donner la responsabilité de faire la documentation. Très bien. Je vais payer pour ça, c'est pas cher. Une enveloppe de documents bien faite devrait coûter une cinquantaine de dollars, mais je veux qu'il le fasse. Puis je veux qu'il le fasse bien. Puis si j'ai un transitaire qui ne le fait pas bien, ben, je pourrais avoir un autre transitaire qui va bien le faire. Pour moi, c'est un élément essentiel dans le bon fonctionnement de mon entreprise, bon fonctionnement de mes exportations, bonne fluidité. La documentation, j'insiste là-dessus là, parce que c'est le moteur de tout ce que je fais à l'international, repose sur une série de documents papier. Alors, tout mon transport, mon transit est géré par une série de papiers. Parce que nous, comme maison de commerce, là, le produit, je ne le vois jamais. Je vois l'échantillon tomber sur mon bureau, je le regarde, je l'envoie, mais le camion, le container, le matériel dans l'entrepôt, je ne le vois pas. Ça part d'une usine en Inde, puis ça s'en va dans une usine au Wisconsin. Je ne le vois jamais. J'en entends parler quand j'ai des problèmes. Puis quand j'en entends pas parler, j'ai pas de problème, puis l'argent circule. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut faire au sein de notre entreprise pour en arriver là. C'est pour ça que je vous parle du modèle de la maison de commerce. Une grande force de la maison de commerce, évidemment, c'est d'être capable de gérer les réclamations. Et là, portez bien attention, dans tout ce qu'on fait à l'international, je ne connais pas une seule transaction dans laquelle il n'y a pas quelque chose qui va accrocher quelque part. Ça peut être une petite chose, ça peut être une grosse chose. Dans les vidéos qu'on a vues tout à l'heure, ils disaient, nous autres, on fait avec les maisons de commerce parce qu'ils s'occupent de tous ces petits problèmes-là. Le stock volé, le stock endommagé, les réclamations. Les réclamations, là, si j'ai une réclamation que je ne gère pas bien, ma conversation cesse. Si ma conversation cesse, mes ventes cessent. Parce que mon client, il est fâché après moi.
Je ne peux pas avoir un client fâché. Il faut que je règle les problèmes. Puis comme je suis en maison de commerce entre l'acheteur et le vendeur, puis au sein de l'entreprise, mon département export est entre la production d'usine et mon client étranger, j'ai mes patrons au-dessus de moi. Puis moi, je dois, comme responsable du département export, satisfaire tout ce monde-là du mieux que je peux pour que ça soit le plus fluide possible. Évidemment, c'est pas possible. Ça va accrocher avec le directeur d'usine, ça va accrocher avec le transport, ça va accrocher avec la banque, ça va accrocher avec les documents, ça va accrocher avec une norme qui n'a pas été tout à fait respectée, ça va accrocher avec un document qui manque, ça va accrocher avec plein de choses qui fait que je vais avoir des surprises tout le long de ce que je fais. Mais ma résolution de toutes ces difficultés-là va être une plus-value qui va me permettre d'aller plus loin dans ce que je fais. Donc, ma maison de commerce, elle est passée maître dans l'art de régler les réclamations. Ça ne veut pas dire de tout donner à ce que la personne demande, loin de là. Mais ça veut dire d'être capable de prendre le temps nécessaire. Alors, je me souviens, peut-être que je vous ai parlé de ça, le premier container que j'ai reçu de l'Inde pour les États-Unis, je ne savais pas, ils m'ont envoyé toutes les séries j'ai acheté le premier container de café qui sortait de l'usine. Alors, dans mon container, il y avait toute une série d'échantillons pré-production. Ils m'ont envoyé tout ce qui traînait dans leur... C'est mon Outlook qui vient de sonner. Ils m'ont envoyé toute une série de matériel pré-production. Quand c'est arrivé à l'autre bout, la couleur dans les boîtes, le brun du café variait de brun clair à brun foncé. Mon client a sauté ça d'eau. Il dit, je ne peux pas me prendre ça. Il avait payé, là. Puis moi aussi. Je suis allé en Inde pour le voir. J'ai vu le container se faire fermer. Écoute, tu ne peux pas inspecter plus que ça. Il n'a pas ouvert les 250 boîtes ou quoi que ce soit pour aller vérifier dans le fond si chacune était correcte. Je veux dire, à un moment donné, il y a une limite. Mais j'étais allé jusque-là. Mon client n'est pas content, puis il dit, je ne peux rien faire avec ça, moi. Alors, j'ai deux choix. Dans son bon de commande, ce n'était pas écrit 250 caisses de 45 kilos selon une couleur Pantone 307. C'était pas écrit ça. J'ai jamais vu un bon de commande de café instantané avec une couleur spécifiée. Il n'a pas spécifié. Fait que moi, je lui ai livré techniquement ce qu'il a demandé. Ici, je lui ai dit, je t'ai livré ce que tu as techniquement demandé, arrache-toi tes problèmes, tu m'as payé, merci beaucoup, bonjour. Vous comprendrez bien que j'en vendrai plus jamais à ce client-là. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il va me dire, t'es un bandit. Il va être furieux. Alors, moi, il faut que je règle le problème. Pourquoi j'étais allé en Inde? J'étais allé en Inde pour comprendre comment fonctionne mon fournisseur si il y arrivait des problèmes. Alors, mon fournisseur m'a parlé de satisfaction totale des clients, il m'a parlé de qualité complète, il m'a parlé de plein de beaux textes qu'il y a après l'école. Et là, j'ai un problème. Je n'ai pas un bon stock. Je ne le savais pas. Alors, j'appelle mon fournisseur indien. J'ai dit, on a un problème. Le client n'est pas content. J'explique ça. Puis là, je ne veux pas le pousser parce que c'est un Indien. Il faut que je sois délicat. Si j'avais été aux États-Unis, j'aurais dit, on va faire ça. Tu sais, je l'aurais poussé. Là, alors, je lui dis, écoute, réfléchissons à ça, puis demain, on verra. Le lendemain, je le rappelle. Je dis, as-tu pensé à ça? Il dit oui. Il dit, qu'est-ce que tu suggères? Moi, j'y ai pensé. Il dit, écoute, tout de suite, là, tu vas préparer un autre container. Puis tu vas l'envoyer aux États-Unis, à tes frais, c'est toi qui payes. Tu vas l'envoyer jusque-là pour le client, pour remplacer celui-là, immédiatement. Il faudrait que ça parte cette semaine. Et moi, le container qui est là, je vais le prendre, puis je vais le mettre dans un entrepôt public. Et puis je vais le laisser, je vais le vendre. Mais je ne veux pas l'annoncer sur le marché en catastrophe, dire que je prie avec, là. Fait que je vais peut-être le vendre en plus petit lot, ça va peut-être prendre quelques mois, je vais peut-être le vendre plus cher, moins cher, je ne sais pas. Si je fais plus d'argent, je le partage avec toi. Si je perds de l'argent, on partage ensemble. On est d'accord. Je mets ça par écrit, super. Alors, une semaine après, il y a un conteneur qui part, j'enlève le stock, je le mets dans l'entrepôt. Ça m'a pris 4 mois à le vendre. Pour être sûr que je n'ai pas fait d'argent. Hein. J'ai perdu un peu, évidemment. J'étais une maison de commerce, il faut que je fasse un bénéfice. Et mon client aux États-Unis m'a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un résoudre le problème avec autant d'ardeur. Je te remercie beaucoup. Et c'est devenu mon plus gros client. Parce que j'ai résolu le problème vite. Ça veut dire que 3 semaines plus tard, il y avait un nouveau lot chez eux, en parfait état, et il a acheté chez nous pendant des années des quantités en croissance chaque année. Super.
Quand j'ai vendu le matériel, j'ai tenu une comptabilité séparée pour ça. Ma visite l'année suivante en Inde, je suis arrivé avec mon client, j'ai préparé la saison pour la prochaine année et dans nos discussions, j'ai gardé la résolution de ça pour la fin. Maintenant qu'on avait convenu de la prochaine saison, les prix pour les 8, 10, 15 containers pour la prochaine année, j'ai dit, et voici le calcul pour le container qu'on a eu en entrepôt, qui a nécessité réemballage, expédition, tant ici, tant là, vendu à tel prix. J'ai tout montré les papiers. J'ai dit, maintenant, tu me dois, je sais pas, moi, 1000 piastres, mettons. Alors là, il dit, il faut que je te donne 1000 piastres. J'ai dit, non, 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 non. J'ai dit, maintenant qu'on a préparé notre saison, dans les 4 prochains containers, ben, tu vas me déduire 250 piastres de ce qu'on a convenu. C'est correct, ça? Je ne demande pas une scène. Il a beaucoup aimé ça. Je vous parle de ça, c'est parce que ça, c'est de la résolution de problème. Je récupère mon 1000 piastres, tout va bien, j'ai fait de l'argent avec mon café, j'ai récupéré un petit peu les dépenses supplémentaires que ça m'a occasionné, mon client américain m'achète plus, mon fournisseur indien a confiance en moi, puis il veut travailler avec moi. Je ne m'en vais pas y arracher 1000 piastres, puis il aurait pu me donner, puis mettre dans ma poche, puis rentrer chez nous. Je l'ai déduit sur ça, puis tout le monde est content. La résolution comme ça, c'est un art qui s'apprend avec les amis. Puis la résolution en Chine ne se fait pas de la même manière en Inde ou aux États-Unis. Ça vient avec l'expérience. Alors, la maison de commerce qui travaille sur un marché en particulier, elle développe ça. Ce qu'on n'a pas dans notre entreprise, ce qu'on va apprendre, vous, avec les années. Puis ce qu'on fait au Mali, ben, ce n'est pas la même chose qu'on fait à Toronto. On peut comprendre ça. Mais entre le comprendre, c'est pas pareil, et savoir comment ça se fait, il y a tout un monde. C'est l'expérience qui va nous dicter. Alors, le modèle de la maison de commerce, parce qu'elle a 20 ans d'expérience, ce qui facilite donc notre compréhension de relation avec nos clients. Comment je vais interagir avec eux, comment je vais fonctionner, comment je vais les appeler plutôt que d'envoyer un email. Quand je travaille avec des entreprises africaines, on appelle, puis après on envoie un email. On n'envoie pas un email en attendant une réponse parce que jamais on a de réponse. Alors, c'est différent. Ici, on envoie un email, on a une réponse, on a une réponse rapide. Des fois, les gens te répondent en roulant dans l'auto, là, en tapant sur leur téléphone. Là-bas, pas vraiment. OK? On va apprendre aussi, et l'entreprise doit gérer ça, la gestion du risque de devise. C'est pour ça qu'on va aller à la banque pour parler de ça. La couverture, l'assurance, la gestion de tous ces risques-là. Alors, au sein de la maison de commerce, on comprendra que elle, la gestion de risque, c'est primordial pour elle. Sans ça, son 30% va fondre. Et elle a besoin de son 30%. Elle va bien le faire. L'éloignement des marchandises, la gestion de l'emballage, la manutention, de l'étiquetage. On a vu Terflot qui avait son propre département qui fait ses propres étiquettes. Ça veut dire qu'ils ont du volume assez pour engager un technicien qui va faire des étiquettes à mesure. C'est un job à temps plein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de création d'étiquettes. Ça veut dire que c'est un volume très important dans une entreprise comme celle-là. Et bien sûr, il y a quelqu'un à travers ça qui a parlé de consolidation. Est-ce que vous savez c'est quoi de la consolidation? Non. Consolidation. Bon, je vais répondre. Ouais. Écoutez, à un moment donné, j'ai rencontré, puis c'est le fun parce qu'on a une personne dans le groupe qui, j'espère, va écouter ça. J'ai été pendant plusieurs années le directeur général de l'Association des maisons de commerce extérieures du Québec. C'est pour ça que j'en parle avec tant de verve et d'énergie. Et avec le gouvernement du Québec, on avait organisé une série de présentations à travers la province pour parler des maisons de commerce comme étant un vecteur intéressant pour exporter sur les marchés extérieurs, pas nécessairement les États-Unis, mais vers les marchés non traditionnels. Et on a organisé, quand on a fait l'activité à Laval, on a organisé ça avec un salon dans l'après-midi. Ça veut dire que des entreprises de Laval exposaient leurs produits sur des dessus de table pour des maisons de commerce qu'on a amenées. On a pris un petit autobus, on a amené une maison de commerce. Là, il y a un producteur d'eau en bouteille. L'eau en bouteille, là, faut que je vous dise, c'est un container qui a 20 ou 40 pieds. Le container, c'est comme un bloc de construction Lego. Pourquoi on a 20 pieds? On a 20 pieds pour mettre des produits qui sont denses. Un 40 pieds pour les produits qui sont moins denses. Ça veut dire que dans un 20 pieds, on peut mettre une citerne avec de l'huile alimentaire, avec de l'eau, des éléments comme cela.
mais je ne peux pas remplir un 20 pieds d'eau parce que c'est trop lourd. Pour les grues, pour le système de blocs, pour la gestion de tout ça, je ne peux pas. Ça veut dire que, puis là, dans mes exposants, j'ai quelqu'un qui fait de l'eau en bouteille. Moi, je regarde ça, puis je suis un peu désolé parce que je me dis, oh mon Dieu, pauvre gars, il est là pour l'après-midi, il va perdre son temps, je ne sais pas combien il a payé pour son dessus de table. Je suis un peu triste pour lui. Là, j'ai une maison de commerce qui rentre, puis qui s'en va le voir. Eux, ils sont spécialisés, vous l'avez vu, Terre-Flotte tout à l'heure, eux font de l'agroalimentaire dans les Caraïbes. Alors, ils font du petit pois en conserve, ils font des carottes en conserve, ils font toutes sortes de choses. Alors, le gars va les voir, puis il leur dit, ah, de l'eau, nanani, nanana. Il dit, moi, il dit, je pourrais amener ton eau, parce que les autres, ils vendent dans des chaînes de supermarchés dans les îles. Alors, il dit, moi, il dit, je peux pas prendre un container d'eau, mais je peux remplir un premier étage dans le container, comme ça, la moitié, avec une palette sur le plancher d'eau, des palettes pour couvrir le plancher. Mais par-dessus, pour équilibrer poids-volume, il faut que je mette quelque chose de plus léger. Je peux mettre de la margarine en barquette, puis je peux mettre des verres en styrofoam. Là, je vais équilibrer mon poids-volume. Je vais aller à mon maximum de poids, l'eau étant le plus dense, la margarine l'étant moins, puis les verres l'étant pas du tout. Puis, je vais remplir mon container. Ça, c'est de la consolidation. Mais vous qui faites des fonds de douche en granit, vous faites juste des fonds de douche en granit. Tu ne peux pas mettre des verres en styrofoam et des barquettes de margarine pour équilibrer le poids-volume. C'est là où la maison de commerce a un plus. Elle est capable de combiner tout ça puis d'amener des produits dans les endroits où le manufacturier ne peut pas le faire. C'est intéressant comme raisonnement. Mais il faut être capable de faire ça. Alors oui, ils se sont mis à vendre cette eau-là, Labrador, dans les Caraïbes, je ne me souviens plus quelle île, là, mais il y a de l'eau Labrador qui allait là-bas, je ne sais pas s'il arrivait encore, avec une maison de commerce d'ici. Il faut le faire. Alors, mais Labrador aurait voulu vendre son eau, elle n'aurait pas pu, parce qu'elle n'aurait pas imaginé la possibilité d'équilibrer son poids-volume, ce qui veut dire que tu équilibres ton coût de transport par rapport à tes matières qui sont dedans. Sans ça, l'eau devient hors prix pour se rendre là-bas. À moins qu'on vende, pendant des années, il se vendait de l'eau de l'Ouest canadien, qui était de l'eau de glacier. De l'eau donc de glace qui avait des millions d'années. Fait que là, on te disait, quand tu achetais ce produit-là, qu'il n'y a pas plus pur que ça parce qu'il y a 8 millions d'années, ben, la planète était propre. Fait que ton eau qui est là, ne peut pas être plus propre que ça, là. Et en Corée, ils vendaient ça, mais alors 12$ la petite bouteille, parce que l'homme, en Corée, était convaincu que cette eau-là lui donnait une espèce de pouvoir supplémentaire dans la chambre à coucher, puis il était prêt à payer 12$ sa petite bouteille d'eau. C'est du marketing, mais ça fonctionnait très bien. Fait que dans ce temps-là, ton poids volume, tu t'en fiches, tu peux remplir un demi-container d'eau, puis tu n'as pas de problème de coût. Alors, la maison de commerce, c'est l'ensemble de ça. Oui, Julie. Une question. Dans le cas Il faudra la poser quand on sera rendu là. Alors, la maison de commerce, comme votre département export, s'attend à ce qu'à avoir un produit exportable, un engagement de production, une connaissance des rouages à l'interne pour savoir comment ça fonctionne, pour arriver à être capable d'en faire une entente équitable, un bon partenariat. Parce que la maison de commerce, ce qu'elle veut faire, c'est d'établir un partenariat avec un fournisseur pour aller porter ce produit sur un marché. Il n'y a pas des maisons de commerce pour répondre à tout, Bobby. Je ne sais pas si on va trouver une maison de commerce spécialisée dans ton domaine. Alors, aujourd'hui, moi, je voulais vous sensibiliser à la maison de commerce pour vous montrer que ça existe, mais ce n'est pas la solution nécessairement à vos besoins. Mais je voulais vous faire voir ce modèle-là comme étant le modèle qui nous sert de guide tout au long des prochaines semaines. Puis je vais souvent revenir en disant, la maison de commerce fait ça comme ça, pour que ça serve d'influence positive par rapport à ce que vous voulez faire, comme guide pour aller de l'avant. Alors, moi, à moins que vous ayez des questions, c'est tout pour aujourd'hui.